J'invite maintenant Frédéric Savero, qui est CFO du groupe ADO, aux côtés de Sébastien Bernard, qui est Story Manager de The Presenters et co-créateur du Hub Story. Ensemble, ils vont nous partager comment le groupe ADO s'appuie sur le storytelling pour basculer vers de nouveaux modèles économiques. Frédéric et Sébastien, je vous invite à me rejoindre. Bonjour, merci. Alors j'ai une question. Selon vous, pourquoi le mot innovation a complètement remplacé le mot progrès dans notre vocabulaire? Cette question, c'est Étienne Klein qui la pose. Et en y apportant une réponse, en fait, il découvre que le mot innovation arrive en France utilisé par les notaires. L'innovation, c'est le petit chapitre qu'on rajoute en bas d'un contrat qui permet de faire perdurer le contrat. Ça veut dire qu'étymologiquement, l'innovation, c'est ce qu'il faut changer pour que rien ne change. L'innovation, c'est le petit ajout dans nos fonctionnements qui permet de faire perdurer les modèles. Mais je veux dire, si c'est ça l'innovation, ça interroge profondément tout ce qu'on est en train de faire ici. Ça fait 2 jours qu'on parle d'innovation. Mais du coup, il y a une question effectivement qui est super importante. Pourquoi vous innovez? Sérieux, pourquoi vous faites tout ça? Comment vous en êtes arrivé là? En fait, c'est en posant ce type de questions que chez The Presenters, on vous aide à faire progresser vos idées et à faire de chaque prise de parole un moment de vérité qui peut radicalement changer la manière dont les gens vous regardent et ont envie de vous suivre par la suite une fois qu'ils adhèrent et qu'ils s'engagent à vos côtés. Alors, je suis particulièrement content aujourd'hui d'avoir Frédéric avec moi d'ADO. Alors, pour 3 raisons. Déjà, parce que ADO est un de nos plus anciens clients et qu'on a des tonnes d'histoires en tête et de projets à mener. L'autre raison, c'est qu'effectivement, ADO, vu son ampleur, se pose plein de questions que vous vous posez vous aussi. Alors, ADO, on s'est dit que ce n'était pas toujours très clair. En France, c'est clair. En France, ADO, c'est Leroy Merlin et Bricoman. On sait tous à peu près à quelle distance on habite de notre Leroy Merlin le plus proche. Dans le monde, c'est beaucoup plus vaste. C'est 150 000 collaborateurs. C'est un réseau d'un peu plus de 1000 magasins dans 14 pays. Et effectivement, j'en arrive au 3e point sur lequel, pourquoi c'est intéressant d'être là aujourd'hui. C'est que chez ADO, ils savent pourquoi ils innovent. Le numérique, le digital, n'a pas été un truc pour lequel il fallait s'adapter à tout prix parce que sinon on allait disparaître. Ça a été au contraire, tout à coup, l'opportunité de faire un truc qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Construire, bâtir ensemble la plateforme mondiale de l'habitat positif. Alors aujourd'hui, on est tous sensibilisés à ce type d'économie plateforme où on va chercher à monétiser notre capacité à créer du lien et de la relation. Mais Frédéric, du coup, est-ce que tu peux revenir sur ce que vous entendez, vous, par cette plateforme mondiale de l'habitat positif? Bien sûr. Alors vous connaissez donc Leroy Merlin, Bricoman. En fait, ce sont des enseignes qui finalement sont historiquement des boîtes de retail, on va dire pure et dure. C'est-à-dire qu'elles sélectionnent elles-mêmes leur offre, qu'elles achètent elles-mêmes, qu'elles stockent elles-mêmes, qu'elles mettent elles-mêmes dans les rayons, dans les magasins qu'elles possèdent, et dont elles fixent le prix pour leurs clients. Autrement dit, ce sont des modèles où on fait tout nous-mêmes. Alors évidemment, il y a quelques années, comme la plupart d'entre nous, on a été percuté par le digital, par des nouveaux concurrents, des nouvelles façons de faire du commerce, avec des offres en gros quasiment infinies, des stocks quasiment infinis, des capacités de délivrance, de livraison quasiment infinies. Ça nous a beaucoup interpellés, puis on a essayé de réagir comme tout le monde, on a réagi, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut développer comme capacité, nous, pour aller répondre à ça et faire développer les mêmes capacités chez nous. Ça, c'est épuisant. Et puis on s'est dit un jour, mais en fait, les clients, ils en ont éperdument rien à faire de savoir quelles sont nos capacités à nous et ce que nous, on peut faire. Un client habitant d'une enseigne Leroy Merlin ou Bricoman, ADO en général aujourd'hui, c'est quoi? C'est un couple d'âge mûr, les enfants sont partis, il y a un peu plus d'argent et donc ils veulent refaire une cuisine. Bon. Vous voulez refaire une cuisine, donc vous avez un budget, vous voulez vous inspirer. Et puis après, il faut mesurer la cuisine, il faut démonter la cuisine, il faut faire un petit peu d'électricité, de plomberie, il faut choisir une crédence, la tailler sur mesure, il faut monter la cuisine, il faut acheter de l'électroménager qui colle bien, et puis il faut refaire le carrelage, peut-être prendre un petit peu de service après-vente, un petit peu, je sais pas, d'un abonnement pour un filtre à eau. Tout ça pour dire que c'est énormément de corps de métier, d'expertise, de compétences, et on peut se le dire, on n'a aucune chance, nous, d'être à la fois experts crédibles et bons dans chacun de ces métiers pour le faire nous-mêmes. Bon, la plateforme, c'est exactement ça. C'est accepter que les besoins du client, on ne pourra pas répondre à tous ces besoins-là nous-mêmes. Et donc, comment est-ce qu'on peut orchestrer
l'ensemble de l'écosystème de l'amélioration de l'habitat pour faire et accompagner nos clients sur tous leurs projets. Alors ça commence, hein. On a déjà une marketplace européenne avec des milliers de marchands, des millions de références. On a des dizaines de milliers d'artisans poseurs en Europe pour, par exemple, poser les cuisines de nos clients. Donc ça démarre déjà maintenant. Ouais. Et toi, du coup, tu es plus spécifiquement le directeur financier performance depuis 9 mois. Du coup, ta mission au service de cette plateforme, c'est quoi? La mission, c'est très facile, c'est rendre possible cette transformation vers la plateforme. Alors, vous allez me dire, rendre possible, c'est un peu notre mission à chacun d'entre nous dans nos entreprises. Dans ce cas particulier-là, la transformation vers la plateforme, c'est incroyablement coûteux en termes d'investissement, parce qu'il y a des transformations, vous l'imaginez bien, informatiques majeures, logistique, supply majeure, et puis métier, hein, tout ce qu'on faisait nous-mêmes. Maintenant, il y a en plus tout ce qu'on ne sait pas faire, comment est-ce qu'on l'agrège dans nos magasins, dans nos capacités à accompagner cet écosystème. Et donc, on a à la fois le besoin de financer cette transformation et le besoin de conserver l'excellence financière et économique de nos modèles actuels, qui sont encore ceux qui nous payent et payent mon salaire, par exemple. Donc ça veut dire que c'est complètement schizophrénique pour nous. Ça veut dire qu'on doit, et c'est ma mission, hein, passer de modèles très simples finalement, unitaires, ultra maîtrisés, où on fait tout nous-mêmes, à une multitude de modèles économiques, incertains, complètement pas maîtrisés, et qui continuent à évoluer. Et qui dépendent des autres. Et qui dépendent des autres. Ouais. Et donc c'est comment est-ce qu'on passe de l'incertain, c'est ça ma mission, passer de l'incertain à finalement quelque chose de pilotable pour l'entreprise. Bon. Et puis cette mission, pour la réussir, j'ai besoin d'engager mes actionnaires, mes dirigeants, mes entreprises, mes équipes finance et performance, évidemment. Et donc pour réaliser cette adhérence avec eux, c'est là que j'ai fait appel à The Presenter. Parce que faire progresser vos idées, en fait, c'est réaliser que c'est peut-être injuste, mais vos idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir. On est tous face à cette même réalité, c'est qu'une super bonne idée moyennement présentée, souvent ne gagne pas face à une idée moyenne super bien présentée. Et aujourd'hui, The Presenters répond à ces enjeux en étant un cabinet de conseil en stratégie narrative. C'est-à-dire en mettant en place toutes les méthodes et tous les outils qui permettent d'agréger des enjeux complexes, des solutions complexes, pour en faire des histoires simples qui sont optimisées pour toucher au cœur les gens que vous voulez mettre en mouvement. Alors, pour comprendre les fondamentaux de la stratégie narrative, il faut juste réaliser une chose simple. Un peu comme l'a dit Frédéric, globalement, quand vous parlez à quelqu'un d'un projet, les gens s'en foutent de vos projets. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que vos projets vont changer pour eux. Mais à partir du moment où vous vous intéressez aux changements que vos projets génèrent et pas au projet lui-même, ça change tout. Vous n'êtes plus en train de préparer un énième exposé pour essayer de démontrer que vous avez raison. Vous êtes en train d'ordonner votre pensée pour raconter aux autres le changement que vous souhaitez pour vous et pour les autres. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il y a toujours une histoire à raconter. Toujours une histoire à raconter. Parce que vous aurez toujours un enjeu pour lequel on pourra construire une stratégie narrative spécifique. Toi d'ailleurs, Frédéric, l'injection du storytelling pour présenter ta vision stratégique et opérationnelle, ça change quoi du coup? Sur les quelques mois où on a travaillé ensemble et les quelques projets où on a travaillé ensemble, moi j'ai noté deux choses. Ça m'aide à clarifier ce que je raconte et à clarifier les projets et les histoires qu'on raconte. Et ça aide à mobiliser, à aligner l'énergie pour faire cette transformation. Alors pourquoi clarifier? Parce que finalement, je pense qu'on est un peu tous pareils dans nos entreprises, dans nos expertises, dans nos métiers. On a des visions, nos stratégies, nos projets, nos process, notre vocabulaire, notre jargon. Nous. En fait, on parle que de nous. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, on ne revient jamais à nos clients. Alors, c'est comme ça partout. C'est peut-être encore pire chez les financiers, vous en connaissez sûrement, parce qu'en plus, nous, on met de l'ontologie dans les chiffres. Ça, c'est dramatique, parce que ça veut dire qu'on pense que le chiffre a de la valeur, alors que ce n'est que la mesure d'un résultat, et le résultat, c'est la partie visible de ce qui est vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'on a amélioré le parcours du client, l'adhérence du client à l'entreprise, et finalement la satisfaction du client. Donc le storytelling, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on remet le chiffre, et nous, à sa juste place, et comment est-ce qu'on met le client beaucoup plus devant dans l'impact de la transformation. Et mobilisation et alignement, pourquoi ? En fait, il y a quelques années, par exemple, on lance la nouvelle raison d'être d'ADO, We Make Home a Positive Place to Live. Et quand on lance pas ça avec 15 pages de règles, de ça veut dire quoi en détail, etc. Non. On lance un cadre libérant, très simple, hein, c'est juste quasiment ces 6 mots-là, We Make Home a Positive Place to Live. Et ça suffit
pour donner énormément de sens et aligner nos 150 000 collaborateurs. Vous allez dans un magasin au Brésil, et ça va absolument ce que c'est que la plateforme dans le sens de cet habitat positif. Moi, j'ai un petit peu le même sujet aujourd'hui. Avec mes modèles économiques de la plateforme, je ne peux pas venir voir chacun de mes directeurs généraux et leur dire voilà les 4 ou 5 modèles économiques qui existent au monde, débrouille-toi, prends-en un ou deux. Nous, on doit créer le cadre qui permet à chacune des entreprises, chacun dans son pays, avec ce contexte économique, son contexte de maturité, de compétences et d'histoire, de tester, trouver plein de modèles économiques, les combiner et faire émerger les quelques-uns qui vont fonctionner. Ça, c'est mon travail finalement, c'est poser le cadre qui va libérer ça. Et je trouve que The Presenter m'a aidé avec cette stratégie narrative qui permet d'arriver à un super équilibre entre, dans l'histoire, il y a à la fois l'inspiration, parce que l'inspiration, elle s'ancre dans une histoire qu'on peut mémoriser, qu'on peut raconter, et dans quel langage elle crée du mouvement, de la vitesse, et du mouvement, des équipes avant tout. Et puis, il y a, comme c'est une histoire, on peut mettre beaucoup de concret, beaucoup de précis, beaucoup d'opérationnel, et c'est ça qui vient aligner. Comme il y a des exemples, on voit bien de quoi on parle. Donc l'histoire, ça transcende largement simplement raconter le projet, en fait. Ouais. Alors, on raconte une histoire, mais il y a évidemment le à qui. Il y a toujours une histoire à raconter, mais on fait attention à qui on la raconte. On ne raconte pas une même anecdote de la même manière à son patron, à son voisin, à ses potes ou à son conjoint. Et la méthode, sans rentrer dans les détails, permet de s'adapter au public sans avoir à tout changer tout le temps, ce qui est très précieux. Toi, il se trouve qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs mois. Ça t'a amené à t'entraîner à différentes audiences. Qu'est-ce que ça t'a apporté de parler à ces différentes audiences ? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a commencé à travailler, 3-4 fois cette année, le réflexe naturel, pour moi en tout cas, c'était de rentrer dans le concret. Qu'est-ce que je veux raconter ? Pourquoi c'est intelligent ? Pourquoi c'est intéressant ? À chaque fois, tu m'as arrêté et tu m'as dit attention, tu vas t'adresser à qui ? Qu'est-ce qu'eux peuvent attendre de ce moment-là ? Et qu'est-ce que moi, je pourrais attendre de cette audience-là ? Ça, c'est super intéressant parce que chaque audience est vraiment différente. Chaque audience a un prisme de lecture du sujet, a probablement un préavis sur la personne qui va s'exprimer, un préavis, un a priori sur la personne qui va s'exprimer, un a priori sur le sujet dont on parle. Et également, on peut attendre quelque chose de spécifique d'une audience. Donc on a préparé avec toi en particulier trois interventions. Une première intervention qui était pour un public pas du tout opérationnel, plutôt des présidents d'entreprise, mais donc avec un fort pouvoir d'influence. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut aller tester l'adhérence de quelques idées. Est-ce que le vocabulaire percole ? Est-ce qu'on sent qu'on leur donne de la matière pour aller répéter ça, pour aller utiliser leur caisse de résonance et donc pousser la transformation avec leur voix ? Une deuxième audience qui était beaucoup plus challengeante, beaucoup plus percutante. Et là, c'est super intéressant parce qu'on sait qu'elle va être challengeante. Donc, utilisons-le. Et à la limite, prêtons le flanc à la critique positive, prêtons le flanc à ce challenge et venons nourrir, renforcer l'histoire pour rendre l'histoire encore plus puissante pour la raconter après. Et puis, troisième audience, c'était finalement à ceux qui font ou qui vont faire cette transformation. Alors, finalement, c'est quand même pour eux qu'on travaille en permanence. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué avec ces itérations de l'histoire, c'est qu'au fur et à mesure de lancer l'histoire, de prendre le retour, on rend l'histoire beaucoup plus puissante, beaucoup plus intéressante. Et finalement, c'est l'histoire, quand on l'améliore, qui vient améliorer le projet lui-même. Et comme on améliore le projet, on peut améliorer l'histoire. Alors, parmi les audiences, il y en a une quand même particulière, parce que je sais qu'à un moment, tu t'entraînais spécifiquement pour présenter la première fois ta vision stratégique et opérationnelle à l'équivalent du COMEX, la Global Leader Team. Et après, il y a eu un petit temps où j'ai plus de nouvelles. D'ailleurs, je t'avais dit, ça m'a inquiété. Tu es revenu vers moi avec de nouveaux ingrédients de l'histoire, mais une histoire qui était aussi beaucoup plus précise, beaucoup plus impactante. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui se passe dans ces moments-là ? Comment vous vous challengez entre vous ? Ouais, donc je dois dire que le comité de direction d'ADO a été un peu biberonné à ce présenteur. Ils ont tous fait du travail avec vos équipes chez The Presenter. Et du coup, on aime ces moments où on va faire de l'itération. On vient avec une histoire, on vient avec un truc à raconter, et on attend cette percussion. On attend ce challenge dans l'objectif de renforcer l'histoire, de la rendre encore plus racontable, et dans l'objectif de s'aligner. Parce qu'une fois qu'on a challengé une histoire et qu'on en a fait une meilleure, on est plus ou moins tous alignés avec le message qu'on transporte. Donc ça renforce incroyablement le comité de direction. Le deuxième élément, c'est que le comité de direction, il vous connaît bien,
Ils ont tous travaillé avec vous. Et donc, ils ont tous vécu ce moment où, quand on passe 2 heures avec vous à travailler une histoire, en fait, on s'est fait complètement retourner. Il faut tout refaire. Les slides, ça va pas. L'histoire, ça va pas. Et il faut tout recommencer. Et en fait, on devient un peu accro à ça. Et chez nous, chez le comité de direction, ça a généré 3 changements de posture intéressants, je trouve. Le premier, c'est que on a une allergie viscérale à toutes les présentations qu'on pourrait qualifier de justification. C'est je viens avec mon projet, je raconte pourquoi j'ai travaillé, je raconte pourquoi je suis fort, pourquoi je suis intelligent, etc. Et là, en fait, on parle que de soi, donc c'est inintéressant. Ce qui compte, c'est pas nous, c'est évidemment le client et c'est ce qu'on transforme. Le deuxième élément de posture que je trouve intéressant, c'est que du coup, on attend systématiquement le climax de la présentation. On attend le moment où on se dit bah, c'est exactement comme ça que j'aurais aimé raconter l'histoire. C'est ça que je m'approprie pour la raconter après à mes équipes, à mes pairs, etc. Et donc, quand vous avez 10 personnes du CODIR qui ont la même phrase en tête, le même climax, la même envie de le raconter, bah, la force de frappe est démultipliée. C'est bien l'histoire qui a généré ça. Et puis, le troisième élément, c'est que, évidemment, quand on va dans une réunion en comité de direction raconter une histoire comme ça, chacun d'entre nous, on l'incarne, on a envie de la vendre, on a envie que ce soit bien. Et en même temps, on est systématiquement prêt à abandonner immédiatement l'histoire pour une meilleure co-construite avec le groupe. Et ça, c'est très fort. Merci beaucoup, Frédéric. Vous l'avez compris, dans la stratégie narrative, hein, pour l'instant, il n'y a rien de digital ni d'intelligence artificielle. C'est un outil d'intelligence pour vous, en fait. Comment vous structurez votre pensée pour avoir le plus d'impact possible? La bonne nouvelle, elle nous est venue pendant l'été. C'est France Compétences, alors qu'il faisait le ménage dans les certifications des soft skills, a renouvelé la certification à la stratégie narrative pour 5 ans au lieu de 3. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une méthodologie utile qui vous aide concrètement à progresser et que tout le monde devrait savoir maîtriser. Si vous voulez en savoir plus, si vous continuez à être curieux, on a une place sur le stand, au fond à gauche, The Presenters, et on sera ravis de continuer la discussion. Merci à vous, merci Frédéric. Merci.